Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld. Je suis photographe sous-marin, explorateur. Et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif ? Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de plongeon et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Avril 2022, atoll de Tatakoto, Polynésie française. Les protagonistes de cette aventure, Laetitia Edouin, biologiste marine spécialiste des coraux et chargée de recherche au CNRS CRIOB, Élise, élève de seconde au lycée Samuel Raapoto, et moi, Margot, journaliste. Laetitia part explorer un lagon à la recherche des coraux du futur. Nous revivons, à travers son récit, cette mission incroyable. Plongeons au milieu des coraux. La tête collée au hublot de l'avion, on découvre une bande de terre qui entoure le lagon, une île un peu en forme d'œil avec l'iris bleu turquoise et bleu foncé. C'est superbe. On atterrit et quand on sort, une surprise nous attend. Bon on descend tous, on y va. Oh là, mais quel accueil! Et puis ces colliers de fleurs, mais ils sont vraiment magnifiques. Et vous sentez l'odeur? Ah mais c'est sûr. Oh, ils sont trop beaux. Moi, je suis trop contente d'être ici. C'est un truc de dingue quand même. C'est toujours comme ça l'accueil sur place? Que t'étais déjà venue, je crois. Oui, on est déjà venus et c'est vrai qu'ils nous avaient déjà accueillis comme ça, donc on croyait que c'était que pour la première fois, mais là, du coup, ça fait vraiment plaisir de revenir. Alors, faut dire que il y a peu de monde qui vient ici. L'atoll est assez isolé et pas bien grand. 14 km de long, 3 km de large. Il y a 200 habitants. C'est un peu un événement aussi. C'est vrai que la dernière fois qu'on est venu, ça leur a fait vraiment plaisir parce qu'il n'y avait pas grand monde qui vient les voir. Enfin, il n'y a pas de touristes, quoi. Donc du coup, ça leur change un peu le quotidien. Voilà, là, on est vraiment dans les Tuamotu. Donc là, c'est cette chaleur aussi qui... Moi, ça m'a pris quand on est sorti de l'avion, là. C'est vraiment... Et puis, il n'y a pas grand-chose. Quand on regarde autour de l'aéroport, on voit 3-4 cocotiers. C'est quand même... c'est plat, quoi. Là, c'est un atoll, quoi. Voilà, donc on est au milieu de nulle part sur ce petit bout de terre. C'est assez impressionnant, je trouve. Incroyable. Je suis gâté, moi. Bon, c'est pas le tout, mais il faut qu'on se mette au travail. On n'est pas venu ici pour profiter de la vue. On a posé nos affaires dans l'une des maisons que nous loue la commune. Et le pick-up qui est garé devant, c'est pour nous? Alors oui, normalement, c'est pour nous. C'est Lydie et Pétéro qui nous le prêtent pour les 15 jours parce qu'avec tout le matériel qu'on a à trimballer, il n'y a pas moyen de le faire à pied, quoi. Et du coup, déjà la dernière fois, ils nous l'avaient prêté et vous allez voir, ça va bien nous rendre service. Alors justement, qu'est-ce qu'on prend avec nous ? Alors avec nous, déjà il va falloir qu'on aille récupérer tout le fret et tout le matériel qu'on a envoyé en bateau, plus toutes nos valises là qui viennent d'arriver. Et donc avec nous, on a à la fois de la nourriture, on a à la fois du matériel scientifique, on a le compresseur qui est arrivé, on a les bouteilles de plongée, on a les glacières. Et donc là, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on s'organise sur la terrasse du logement pour trier et puis s'organiser pour voir comment on va fonctionner pendant ces 2 semaines, quoi. Bon allez, on cherche tout et c'est parti. Mais on va où là? Là on va retrouver Michel, parce que Michel c'est Michel. C'est qui Michel? Michel c'est toute une histoire, Je veux dire, c'est Chloé qui l'a rencontré maintenant il y a plusieurs années quand elle est venue à Tatakoto en 2015-2016 pour étudier cet atoll pour la première fois. Chloé, c'est ta copine scientifique, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ma copine scientifique qui travaille à l'université de Polynésie française d'ailleurs. Et puis Michel, c'est notre guide, quoi. C'est notre protecteur, c'est notre sauveur, c'est lui qui prend soin de nous à la fois sur le lagon et à terre. Il prévient aussi la population qu'il faut être sympa avec nous, qu'il faut nous aider, qu'il faut bien nous surveiller. Et du coup, c'est grâce à lui qu'on arrive à faire tout ce qu'on fait ici, quoi. Non, mais il a même posé des vacances pour être avec nous. Ah oui, alors ça c'est Michel, ça voilà. Ça, Michel, pour nous aider, il prend ses vacances, il nous aide pendant 15 jours, quoi. Bon, je sais pas toi, Élise, mais moi j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dans ce lagon. Laetitia, toi t'es déjà venue il y a 6 mois, je crois. Alors qu'est-ce que t'as découvert? Fais-nous rêver. C'est un lagon qui est assez impressionnant parce qu'il est tout petit.
Et puis c'est vrai que moi, à Mooréa, par exemple, c'est vrai qu'on voit la dégradation des coraux dans les lagons à cause de l'eutrophisation, à cause des algues, à cause de la pollution. Et ici, quand tu viens ici, tu mets la tête dans l'eau et là, tu vois des massifs d'acropora, ces coraux branchus qui sont comme ça, à perte de vue, dans pas d'eau. Et du coup, tu te redis, ah non, mais la vie corallienne, elle existe. Je peux encore voir des beaux paysages, tu vois, coralliens. Et ça fait, moi, ça me fait plaisir, quoi, de me dire, il y a encore... tu vois, des lagons avec des beaux coraux, quoi. C'est super. La particularité aussi ici, c'est que vu que le lagon il est fermé, il fait plus chaud dans ce lagon et malgré tout, ces coraux résistent. Alors il n'est pas fermé, c'est un atoll semi-ouvert. Voilà, tu as les atolls. Dis-moi la différence, que depuis l'avion, j'avais l'impression qu'il était fermé. Alors oui, alors fermé, c'est s'il n'y a pas du tout d'entrée d'eau. Mais en fait, si tu regardes, et quand on va aller sur les stations, tu vois, qu'on a repérées la dernière fois, tu vas voir qu'il y a ce qu'on appelle des OA. C'est des petits chemins où l'eau arrive à traverser. Donc en fait, il y a quand même de l'eau du large qui arrive à passer par ces OA. Et donc du coup, tu as quand même un échange entre l'intérieur et l'extérieur. Si c'était vraiment fermé, du coup, là, la vie corallienne serait quasi impossible parce que du coup on aurait des salinités de l'eau qui seraient trop élevées, la température vraiment trop chaude. Mais là on a quand même des échanges qui sont limités avec l'extérieur, mais ces OA permettent d'avoir des entrées d'eau, mais c'est pas une passe. C'est pas les passes comme Arangui ou Fakarava, donc c'est pas des grands échanges d'eau. Donc c'est quand même plus chaud à l'intérieur. Et donc c'est quand même plus chaud à l'intérieur, et surtout c'est aussi beaucoup plus variable. Parce que comme l'eau rentre de temps en temps par certains endroits, du coup ça génère une variabilité de l'eau qui est assez impressionnante. Donc c'est quand même des coraux qui sont plus résistants. Alors aujourd'hui on ne sait pas. Voilà, c'est pour ça qu'on est là en fait. Justement, on est là pour savoir comment ces coraux arrivent à vivre et est-ce que oui, ils seraient plus résistants et est-ce qu'ils pourraient nous aider dans le futur. C'est toute la question et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Laetitia, au fait, je me suis toujours posé la question. Comment ça se forme le corail ? Alors, le corail, c'est un animal, et donc, du coup, c'est au cours de l'évolution. Il faut savoir que ça remonte, par exemple, ça remonte à plus de... les coraux, les récifs coralliens, ils existent depuis des millions d'années. On considère que les genres Acropora, tu vois, ils existent depuis 20 ou 50 millions d'années. C'est lequel, celui-là ? Alors là, les Acropora, c'est les branchus, donc c'est ceux qu'on voit. Donc en fait, c'est des coraux qui ont évolué et qui ont su s'adapter finalement au cours du temps. Mais aujourd'hui, finalement, le corail, cet animal qui vit en symbiose, cette symbiose-là, elle est perturbée. Et je ne sais pas si tu sais, mais dans les coraux, on va trouver des microalgues, les zooxanthelles, et c'est grâce à elles que le corail se nourrit. Elles font de la photosynthèse, et grâce à cette photosynthèse, elles vont lui donner son énergie. Et c'est grâce à cette énergie qu'il va grandir, qu'il va se reproduire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec la température de l'eau qui se réchauffe, eh bien cette symbiose, elle est malmenée, et du coup, le corail, il va expulser ses zooxanthelles. Et c'est là qu'on observe ce qu'on appelle les épisodes de blanchissement corallien. Mais ça ne veut pas dire qu'il meurt alors quand le corail se blanchit. Non, voilà. En gros, le blanchissement corallien, c'est un peu l'équivalent à la fièvre chez nous. C'est-à-dire que tout d'un coup, il a très chaud, il se sent très mal et nous, on va être tout rouge. Lui, il blanchit, il est pas bien. Et surtout, ce qu'il a, c'est qu'il est affamé parce qu'il a plus d'apport de nourriture. Et donc, nous, on peut rester à 38, 39 degrés pendant quelques jours. Le corail, il peut rester sans manger pendant quelques jours aussi. Mais par contre, si ça dure 3 semaines, 1 mois, 2 mois, c'est comme nous, physiologiquement, à un moment, sans apport de nourriture, on va mourir. Et chez les coraux, c'est pareil. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est d'observer ces épisodes de blanchissement, mais surtout de regarder s'ils survivent derrière. Voilà, c'est ça la grande question. Après un petit trajet en voiture, on arrive sur le port. Enfin, le port, non, je m'emballe. Une zone de mise à l'eau. Il y a Michel qui est déjà là. On décharge le matériel sur son bateau. Une petite coque en alu. Et voilà les bacs, attends. Attends, mais pourquoi on a besoin d'un groupe électrogène ? Ah oui, il faut qu'on le prenne parce que sur le motu, on n'a rien. Et puis nous, on a les balances, faut bien qu'on ait de l'électricité. On va devoir faire des mesures de respiration, il faut brancher un ordinateur, il faut brancher des pompes. Donc du coup, ça va nous permettre de générer de l'électricité sur le motu et d'être complètement indépendant. Alors on l'a pas dit, le motu, c'est un petit îlot, on va dire, c'est ça ? C'est ça, c'est un petit îlot. Vous allez voir, il y a quelques cocotiers, ça nous donne un petit peu d'ombre. Et puis il y a une petite plage de sable juste devant. Et comme ça, on va pouvoir installer tout notre campement, tout notre matériel et puis toutes nos expériences. Mais vous allez voir, le cadre est idyllique. Ok. Pour la glacière, c'est bon, on a tout ? Je crois. Ok, c'est parti.
Bon alors là, ça y est, on est parti. Moi, je suis trop contente. Et puis, on retrouve vraiment le paysage du lagon de Tatakoto. Là, vous pouvez voir là, les petits tas là, qui sortent de l'eau. En fait, c'est des coquilles de bénitier. En fait, ça s'appelle des mapicots. Et en fait, c'est des empilements de bénitiers morts. C'est que des coquilles. C'est énorme. Ah oui, c'est assez surprenant. Moi, c'est un très gros coquillage, ouais. Ah oui, mais en fait, c'est toutes les petites coquilles en fait, qui s'amoncellent les unes sur les autres pour créer ces tas. Vous allez voir quand on va aller dans l'eau, c'est assez impressionnant. Et en fait, c'est vraiment une des particularités de cet atoll. C'est l'apparence de ces mapicots comme ça. Et vous allez voir, il y en a plein autour du lagon. Et ce qui est un peu triste quand même, c'est qu'avant, moi, j'ai jamais vu, mais en fait, avant, dans le lagon, il y avait des pans de bénitiers vivants partout. Et du coup, il y avait des couleurs magnifiques. Et malheureusement, ils sont morts à cause justement d'un épisode de réchauffement climatique qui a eu lieu en 2016. Alors, pour qu'on se rende bien compte, le bénitier, c'est cette espèce de gros coquillage. En fait, c'est celui qu'il y a notamment à l'entrée des églises. Alors aujourd'hui, c'est plus des vrais coquillages, quoique dans certaines si, mais ça peut être très très gros. Et voilà, quand c'est vivant, ça peut être l'intérieur bleu, orange et des couleurs absolument incroyables. Ah bah oui, c'est pour ça que moi j'ai vu des anciennes photos de Tatakoto avant avec ces bénitiers et c'était vraiment magnifique parce que ces pans de bénitiers comme ça, tu les as que dans certains atolls et notamment ces atolls semi-ouverts. Voilà. Et du coup, voilà, là c'est vraiment assez particulier. Et puis là, si on continue, vous voyez là-bas, tout là-bas, c'est le Motu on va aller. Alors c'est notre fameuse station qu'on appelle S10, quoi. Ça a moins de charme. Ah oui, c'est vrai. Là, on rentre dans la science. Hein. Il nous fallait des repères. Le bateau approche doucement du Motu et on va débarquer. Bon voilà, ça y est là, on peut débarquer tout le matériel. Alors tout le monde fait un effort collectif, on porte tout à l'ombre. Allez, c'est parti. Et puis on va commencer à s'installer. Alors y en a qui mettent en place la balance. Alex, il va se charger de mettre en place toutes les manies pour la respiro avec le groupe électrogène. Le fameux groupe électrogène. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors là, il va falloir tendre la bâche là, parce qu'il faut, pour la balance, en fait, il faut vraiment pas qu'on ait d'air, parce que sinon ça va fausser nos mesures. Donc en fait, il faut vraiment essayer de créer un coin en fait, où on est protégé pour que nos mesures ne soient pas faussées. Pourquoi tu nous parles de balance ? Parce qu'on va prendre le poids des coraux. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir en fait comment les coraux vont grandir et est-ce que si on les met dans des environnements différents, ils grandissent de manière différente. Et du coup, un repère que l'on a, c'est le poids du corail qui nous permet de retracer sa capacité de croissance. Tu me donnes un coup de main, Elise, pour monter la bâche ? Ok, ça marche. Allez, c'est parti. C'est un peu galère quand même. Ah oui, c'est super galère. En général, nous, la dernière fois, on avait bien galéré. Et puis, surtout, ce qu'il faut faire, c'est après mettre la balance et vérifier que vous avez bien travaillé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air qui passe, quoi. Puis un peu de vent, là, franchement. C'est pas simple du tout. Et sinon, quand est-ce qu'on plonge ? Là, si tout est prêt, on peut commencer à faire les équipes et puis y aller. Parce que de toute façon, il y a du travail pour tout le monde. Hein. Et on plonge en palme, masque, tuba ou en bouteille ? Alors là, on va faire 2 équipes. On va faire une équipe en snorkeling, effectivement. Donc il y en a qui vont commencer à les repérer et puis voir l'étape de transplantation, ce que ça donne. Et puis il y en a qui vont prendre les bouteilles parce qu'il faut fixer du matériel. Et puis ce sera plus facile en bouteille qu'en snorkeling. Donc vous choisissez, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Elise, toi, tu as déjà plongé en bouteille ? Oui, j'ai déjà plongé en bouteille. Donc je veux bien faire partie de l'équipe qui plonge en bouteille. Ok, écoute, je te propose de partir avec Alex et puis Margot et puis moi, on n'a qu'à partir en snorkeling voir l'étable. Ouais, franchement, ça me va. Alors on fait moins les malins avec les bouteilles sur le dos, c'est toujours que nous, nous on est tranquille, avec nos palmes, nos masques de tuba, c'est quand même vachement plus léger. Laetitia, on débarque tranquillement, enfin on s'immerge dans l'eau, et déjà que le paysage était dingue sur ce Motu, là, sous l'eau, c'est un autre monde. Là effectivement, quand on met la tête sous l'eau, déjà l'eau elle est super claire parce qu'on est juste à côté du OA, tu vois, là on se met vraiment à l'eau dans l'OA, donc en fait on voit les entrées d'eau qui arrivent. C'est vraiment la zone qui permet d'avoir des entrées d'eau de l'océan vers le lagon. Et du coup là, si tu restes là, tu te fais emporter parce que là en ce moment il y a du courant. Et d'ailleurs ça fait un courant d'eau plus froid que ne l'est l'eau du lagon, quoi. Donc c'est assez intéressant en fait, ces variations thermiques que tu arrives même à percevoir dans la colonne d'eau. Et ça se voit, ces différences de température ? C'est bizarre dit comme ça, mais est-ce qu'on voit effectivement le côté peut-être plus flou du froid ?
Non, on le voit pas, mais par contre tu le sens. C'est vraiment quand toi tu es à la surface, et notamment en snorkeling, c'est là où c'est le plus flagrant en fait. Si tu restes à la surface, ça va être plus froid ou plus chaud, et puis si tu descends à 1 ou 2 mètres, bah, du coup tu vas vraiment voir la différence de température. Ah, c'est l'inverse. Il fait plus froid en surface. Bah, c'est très variable, ça dépend. En fait, c'est ça qui est intéressant sur Tatakoto, c'est qu'en fait, il y a une variabilité qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer avec le mélange de cette eau qui arrive de l'intérieur vers l'extérieur. Et du coup, tu vois, sur les capteurs de température qu'on avait mis la dernière fois, là, du coup, sur une semaine, on avait pu voir que des fois, tu avais des variations de 5 degrés. Ah ouais. Donc, alors que, tu vois, par exemple, à Montréal, ça va pas varier de plus d'1 degré. Et justement, parce que c'est petit, c'est semi-fermé, du coup, cette eau qui rentre, ça te fait des mélanges. Du coup, selon si c'est le matin, le soir, en fait, c'est assez difficile à comprendre la variabilité. Là, si vous regardez, là, vous voyez, là, on commence à voir ces Possiopora roses. Alors, moi, je les trouve trop beaux. Là, ils ont des belles couleurs. On a les mêmes à Montréal. Donc, ceux-là, ils sont vraiment trop jolis. Et puis après, là, on a tous ces champs d'Acropora là qui s'étendent à perte de vue. Enfin, c'est vraiment les coraux branchus des lagons en bonne santé qu'on s'attend à trouver et qu'on voit souvent, notamment sur la Grande Barrière, quoi, tu vois. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir des récifs entiers, des pans entiers de récifs qui sont constitués que de ces Acropora branchus. Alors justement, parmi les manips qu'on doit faire, on doit prendre... Alors j'ai pas bien compris, on doit prendre le pouls du corail. La respiration, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Bah oui, parce que toute l'idée, c'est de comprendre comment ces coraux de Tatakoto, ils arrivent à vivre, et surtout quand on les déplace d'environnement. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on a planifié, c'est qu'on va prendre des coraux du lagon qu'on va mettre sur la pente externe, et des coraux de la pente externe qu'on va mettre dans le lagon. La pente externe, c'est en gros, c'est derrière la barrière de corail. Voilà, c'est ça. C'est vraiment à l'extérieur, et du coup, c'est là où la température, elle est plus froide et moins variable. Et du coup, tout l'objectif, ça va être de se dire, bah, ces coraux de la pente externe, si on les met dans le lagon où la température, elle est plus chaude et plus variable, bah, comment ils vont arriver à revivre? Est-ce qu'ils vont être stressés? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'adapter? Est-ce qu'ils vont grandir? Et du coup, le stress, on va le mesurer par la respiration corallienne. Bah, c'est un peu comme vous, les filles, hein. Quand vous courez, bah, vous respirez plus vite, quoi. Puis à un moment, on ne se sent pas bien. Bah, le corail, on va se dire, bah, c'est pareil. Lui, quand on le change d'environnement, bah, il doit s'adapter, il doit changer quelque chose dans son métabolisme. Et ça, on veut essayer de le caractériser. Et peut-être qu'il respirera différemment juste au début, et peut-être que dans 6 mois, bah, il respirera normalement, et ça voudra dire qu'il a réussi à s'adapter. C'est comme toi, hein, si tu t'entraînes, tu couriras plus vite. Hein. Bah tiens, Elise, ça doit te parler, toi, que tu fais de l'athlétisme. Oui. Mais j'ai jamais vraiment compris. Pourquoi le réchauffement climatique menace le corail? Eh bien, le réchauffement climatique, le problème, c'est que quand la température de l'eau, elle augmente, du coup, ça va perturber le fonctionnement du corail. Et donc, les petites algues qui vivent dans les coraux, dans les tissus du corail, en fait, ça va émettre des molécules qui sont toxiques pour le corail. Et du coup, bah, le corail, qu'est-ce qu'il fait? Il va se débarrasser de ces algues. Il rejette ses zooxanthelles parce qu'il se dit, bah, vu qu'elles me donnent des molécules qui me dérangent, bah, je les enlève, donc je réduis en quelque sorte ce dérangement-là, sauf que bah, du coup, après, j'ai plus à manger. Et ça, c'est un vrai problème. Et du coup, bah, s'il a plus à manger, après, il peut mourir. Et comment on inverse la tendance? Alors, le plus facile, c'est de limiter le réchauffement climatique. Ça, c'est... Si ça, c'est le plus facile, bah mince, je me fais du souci pour le corail, alors. Non, alors c'est la solution la plus évidente, la plus radicale et qui nous permettra de sauver tous les récifs coralliens de la planète. Voilà, et c'est pour ça que la lutte contre le réchauffement climatique, elle est vraiment importante. Voilà. Nous, après, à notre échelle, par exemple en Polynésie française, ben, on essaye de trouver des astuces en quelque sorte pour... compenser les pertes coralliennes en attendant que des grands accords soient faits. Et c'est justement pour ça qu'on est ici. On est là pour essayer de comprendre si ces coraux-là pourraient nous aider. C'est vraiment la grande question qu'on a. Pour la manip, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Comment ça se passe? Ah bah alors là, tu vas voir avec Alex. Alors normalement, on va... Peut-être toi, ce que tu peux faire, c'est aller récupérer les coraux. On va les mettre dans les cloches. Et on va les laisser fermer pendant 1 heure pour regarder vraiment comment ils respirent. Et je pense que comme Alex, lui, il va être aux commandes, on va dire, à l'ordinateur et tout ça, et qu'il faut qu'il ait les mains sèches, bah toi, tu peux peut-être t'occuper de toute la partie manipulation sous l'eau. Hein, tu vois, là, on a installé toutes les cloches qui sont dans l'eau. Et du coup, toi, tu peux ouvrir les cloches, mettre les coraux. Et du coup, là, il faut vraiment que tu te coordonnes avec Alex, quoi.
Ça veut dire qu'on on les coupe les coraux. Comment ça se passe pour les mettre dans les cloches? C'est des cloches en PVC, en verre? Oui, bah là du coup, nous ce qu'on a fait pendant que vous là, vous préviassiez sur la plage, c'est pas vrai. On a monté la tente et c'était pas facile. Nous on a déjà été chercher des petits fragments de coraux, donc on a pris plein de petits fragments. Là vous voyez, on les a mis là juste à côté du bateau, et du coup chacun de ces fragments vient d'une colonie corallienne, et comme ça on va pouvoir mettre les mêmes coraux issus des mêmes colonies coralliennes à la fois dans le lagon et sur la pente externe. Du coup normalement on a bien travaillé, et du coup on peut les mettre dans les cloches, ils doivent rentrer dans les cloches, on va pouvoir fermer les cloches. Et après on fait quoi pour la respiration? Mais les petits tuyaux, comment ça se passe pour mesurer? Et du coup, dans la cloche, tu vois, il y a un petit trou là, et Alex, il va introduire un petit capteur d'oxygène. Et du coup, en fait, c'est le capteur d'oxygène qui est relié à l'ordinateur qui se trouve du coup sur la plage, et du coup, qui va nous permettre vraiment de suivre combien d'oxygène le corail consomme dans un espace clos. Et c'est ça qui va nous permettre de savoir est-ce que du coup, il est plus ou moins stressé, et est-ce qu'il consomme plus ou moins d'oxygène. Bon, avec toutes ces manipulations, on n'a pas vu le temps passer. Et là, il faut rentrer. On remballe tout ou on peut laisser quand même la tente qu'on a montée, la bâche? Ah non, là, faut tout remballer parce que déjà, on sait pas quelles vont être les conditions météo. Et puis, on ne doit rien laisser parce que finalement, le planning de demain, on le connaît pas. On va voir avec la météo. Peut-être que demain, on va sur la pente externe. Et si on a besoin du matos, allez les filles, c'est presque fini. Et puis, il faut y aller parce qu'après, Michel, il va rentrer à la nuit. Et après, c'est compliqué quand même. Bon, allez, Olise, on se motive? Ok, c'est parti. On arrive à la maison et là, c'est royal puisqu'on a juste à se mettre les pieds sous la table puisque les cantinières de l'école, improbables, nous ont préparé à manger. Ah oui, du coup, j'ai quand même, je me suis dit que quand même, ça nous ferait plaisir de pas cuisiner le soir. Puis j'ai un peu douté de vos talents de cuisinière. Voilà, on ne saura jamais. Voilà. Alors, je te rassure, faut quand même faire le pique-nique pour le midi, donc tu peux t'y lancer pour demain matin. Ok. Mais du coup, non, là, c'est les cantinières qui nous préparent à manger. Et puis alors, en général, c'est super bon. La dernière fois, on s'était régalé. Et là, en général, elles nous font toujours des petits plats. Ah regarde, là, c'est du sashimi. Ah, et puis là, il y a du riz, des légumes. Franchement, c'est super bon. J'adore. Michel est là, évidemment, parce que Michel, il va être avec nous pendant tout le séjour. Ah oui, Michel, après nous avoir ramenés, il passe chez lui, puis après il revient nous voir, et puis après on lui dit, mais nous, tu sais, Michel, il faut qu'on travaille, mais c'est pas grave, tu vois, là, il s'est installé tranquille sur le canapé, regarde, ils ont même fait marcher la télé, mais c'est Michel, tu vois, comme ça, il est avec nous, et puis en plus, comme ça, on va pouvoir discuter du planning de demain, et puis Tata Koto sans Michel, c'est pas Tata Koto. Mais Laetitia, qu'est-ce que tu essaies de comprendre à travers cette mission? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment savoir si ces coraux, ils pourraient être utiles pour la restauration corallienne. Tu vois, on parle beaucoup de restaurer les récifs, mais aujourd'hui, quand on restaure avec des coraux qui meurent après un épisode de blanchissement, ça sert à rien, on a dépensé de l'argent pour rien. Et comme là, les coraux de Tata Koto, ils vivent dans un lagon où la température elle est plus chaude et plus variable, moi mon objectif c'est de me dire, est-ce qu'on pourrait les utiliser pour de la restauration, et est-ce qu'on pourrait générer en quelque sorte une banque de corail issue de Tata Koto qui nous aiderait pour le futur. Bon, l'ambiance est hyper sympa, on discute avec les cantinières, avec les voisins, mais après une journée pareille, moi je suis fatiguée, je vais me coucher. Pareil. Allez, debout, on se réveille. Mais Laetitia, c'est dimanche, laisse-nous faire la grasse mat, franchement. Mais non, mais je vous ai dit, il faut qu'on aille à la messe. Ouais, ce sera sans moi. Pareil. Ah non, mais en fait, vous avez pas compris, vie, c'est pas négociable. Pourquoi? Sérieux? Ah oui, c'est comme ça. Je veux dire, moi la première fois, j'y suis pas allée, et puis du coup, Michel, il est venu me voir, il m'a dit, Laetitia, t'étais pas à la messe. Et je lui ai dit, oui, mais moi, tu sais, Michel, je suis pas très pratiquante et tout ça. Il m'a dit, mais non, mais ça nous fait plaisir de vous avoir, et du coup, c'est une marque de respect en quelque sorte pour eux. Donc, c'est pas négociable. Et puis, il paraît que c'est super sympa. Alors, moi, j'y ai jamais été, donc là, on est invités, et je pense que c'est important d'y aller. Bon, on se motive alors. Ok. La messe est terminée. On a bien fait de venir. Carrément. Tout le village était là. Il t'a demandé quoi, le prêtre, à la sortie de l'église, au fait?
Eh ben, il m'a demandé pourquoi Chloé, elle était pas là, tu vois. Donc, comme quoi, il repère, hein, tu vois, voilà. Et du coup, heureusement, je lui ai dit, bah non, Chloé, elle est restée qu'une semaine, elle a dû repartir parce qu'elle avait des cours à l'université. Mais sinon, t'as vu, il avait vu qu'il manquait une personne. Donc la prochaine fois, c'était le prêtre qui venait nous réveiller pour venir à la messe, en fait. Ah, bah, faut s'y attendre, hein. Bon, bah, c'est noté, hein. Pas de grasse matinée, alors. Mais vous avez vu que ça leur a fait super plaisir qu'on soit là, tout le monde. Tu vois, à la fin, ils viennent tous te faire la bise, ils sont super contents, ils prennent de tes nouvelles. Et c'est important parce que finalement, c'est leur village, c'est leur vie. Et du coup, on peut pas venir comme ça et pas les considérer. Ouais, bah, moi, je vais me coucher. Pendant plusieurs jours, on va faire plein de manips dans le lagon. On n'aura pas une seule grasse matinée, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est une journée un peu différente. Il fait beau, la mer est relativement calme et ce n'est pas plus mal vu ce qui nous attend. Pourquoi le bateau de Michel est sur une remorque ? Bah parce que là, en fait, on a beaucoup travaillé dans le lagon. Et puis, du coup, là, maintenant, il va falloir qu'on l'amène sur la pente externe. Et donc là, on va vraiment aller à la marina à l'extérieur, au quai de déchargement. Et du coup, là, vous allez voir, c'est hyper pentu. Et donc là, il va falloir qu'ils mettent à l'eau sur, du coup, le quai, là. Et après, il va falloir qu'on monte à bord. Et après, qu'on franchisse les vagues. Ouais, ça a pas l'air simple, cette histoire. Ah ben non, déjà la dernière fois, nous on trouvait ça compliqué et là ça bouge un petit peu plus, alors j'espère que ça va aller, mais ils sont super impressionnants quand ils le font. Là on voit le bateau donc effectivement qui essaye de descendre sur la pente extérieure. Il descend sur la rampe là, tu vois, et puis en plus tu vois quand celui qui l'aide là, en fait il se met pas par terre parce que c'est plein d'algues et du coup ça glisse, donc il reste accroché sur la remorque. Et là, normalement, à un moment, quand il va pouvoir, il va lâcher le bateau et puis il va sauter dedans. Et du coup, tu t'espères juste qu'il saute pas à côté, quoi. Parce que sinon, il tombe sur la remorque. C'est assez impressionnant. Et puis surtout, là, les vagues, le bateau, on voit, ça monte, ça descend. Puis c'est pas un peu, quoi. C'est 1m50, quoi, la différence. Oui. C'est pour ça que nous, déjà, la dernière fois, on avait trouvé ça compliqué. C'est pour ça que quand on fait les journées pente externe, on fait toute la journée parce que c'est quand même pas simple de mettre le bateau à l'eau. Oh, mais ils vont tomber, là! Ouf, c'est bon, le bateau est à l'eau. Ouais, mais il faut qu'on arrive à monter dedans maintenant. Oui, alors là, le bateau il va se mettre le long là, du quai. Et puis faut bien calculer les filles. Hein. Surtout, vous descendez quand le bateau il est en haut. Hein. Sinon, il y a quasi 1m50, donc on risque de tomber. Et puis faites attention à la première qui descend parce qu'il n'y a personne pour la retenir, quoi. Par contre, après, on peut essayer de se donner la main et s'aider. Puis on a encore un petit peu de matériel à charger aussi. Ouais, après toi, Laetitia. Ah bah c'est ça. Bah tu l'as déjà fait. Bon allez, d'accord, j'y vais et je vous aide. Ok. Alors attention. Allez, vas-y, monte, c'est le moment, c'est bon, on est bon. Ça y est, on est tous à bord. Franchement, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Attends, il faut encore qu'on passe les vagues. Oui, là, je pense que Michel, il va attendre un petit peu. Et puis quand ça va être le bon moment, vous allez voir, il va foncer, quoi. Et comme ça, on va pouvoir passer les vagues qui sont en face de nous. Alors, des fois, il attend un peu parce que les vagues viennent par série, quoi. Mais faut pas s'inquiéter. Et puis, croisez les doigts, les filles, mais ça va bien se passer. Moi, j'ai un petit peu mon petit neige sur le ventre, là, je t'avoue, à attendre de pouvoir passer les vagues. Hein. Tu te sens comment, toi, Laetitia ? Moi, il me tarde d'être de l'autre côté parce que moi, il me tarde d'aller voir la pente externe parce qu'on sait pas ce qu'il y a. Du coup, c'est vraiment. Moi, j'ai vraiment hâte de mettre la tête sous l'eau, quoi. On a réussi à passer les vagues sans encombre. Il faut dire que Michel connaît bien le coin. On est entre de bonnes mains et ça y est, le bateau est arrêté. On est prêt à se glisser dans l'eau. On sait ce qu'il y a sous nos pieds ? Pas vraiment. C'est tout l'objectif. Hein. L'eau, elle est hyper claire. On voit le fond. Donc, du coup, tu vois, on voit qu'il y a des coraux et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un peu la surprise. Et je trouve que dans ces aventures, c'est ça qui est assez intéressant. C'est que finalement, tu plonges sur des endroits un peu vierges où finalement, on ne sait pas ce qu'il y a. Les gens ne les ont pas caractérisés. On ne sait pas s'il y a des coraux morts, s'il y a des coraux vivants, s'il y a des poissons, s'il y a des requins. En fait, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et c'est vraiment ça, en tant que scientifique, qui est hyper intéressant. C'est de découvrir les choses, c'est d'explorer ce qu'on va pouvoir découvrir, et ça peut être des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Moi, dans ma vie, ça m'est arrivé de faire une plongée et de remonter désespérée. En 2016, avec le Tara, j'étais désespérée. La première plongée, tous les coraux étaient morts à cause d'un épisode de blanchissement. Et on est remonté, on était dépités. Mais là, on ne sait pas. Là, j'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles.
Tu te sens un peu exploratrice justement, comme les premiers explorateurs qui découvrent l'Amérique, j'en sais rien, où tu te dis je vais découvrir des choses quoi, ça doit être grisant quand même. Oui, j'aime bien ces plongées, se dire où quand on ne connaît pas, on va voir ce qu'il y a parce que voilà, on ne sait jamais à quoi s'attendre. J'ai envie de dire, il y a à la fois la théorie et puis après il y a la pratique et il y a un gap quoi. Voilà, on sait comment une pente externe doit être, j'ai envie de dire en termes de théorie quoi. Mais du coup, quand on arrive, on va voir comment le vivant, en quelque sorte, a modulé tout ça et comment l'humain a interagi avec le vivant pour donner le résultat qu'il y a sous nos yeux. Et du coup, c'est vrai qu'on se sent un peu explorateur quand on plonge dans ces endroits où il n'y a pas de club de plongée, où il n'y a pas de touristes, où c'est loin de tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui moi, m'intéresse. C'est parti. Allez. Alors là, là on a ces énormes Possiloporas. Alors là ils sont super gros, hein. Ils font à peu près, il y en a qui peuvent faire 80 cm de diamètre. Alors si on se rappelle ceux du lagon, ils devaient faire 20 cm de diamètre, donc rien à voir, hein. Là on est vraiment sur des Possiloporas. Alors je pense que c'est une autre espèce, hein, tu vois, mais par contre c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent dans les Tuamotu, c'est ces gros Possiloporas qui structurent. Par contre si on regarde bien, on en voit certains qui sont morts. Tu vois, ceux-là je pense qu'ils sont morts en 2016, mais tu vois il y en a plein qui sont encore vivants. Donc là, c'est quand même une pente externe. Et puis, je sais pas si vous faites attention les filles, mais il n'y a pas du tout d'acropora branchu. Il n'y a quasi pas les mêmes espèces que dans le lagon. Donc c'est vraiment des espèces qui sont très différentes et qui peut-être nous montrent qu'il n'y a pas tant de connexion entre le lagon et la pente externe. Mais on trouve quand même ces Possiloporas. Donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser sur ça. C'est des paysages qui n'ont rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est souvent le cas. La pente externe et les lagons, c'est souvent différent. Mais là, je vous propose peut-être qu'on aille un petit peu plus profond. Ah mais là c'est super, mais c'est magnifique, mais regardez ces porites, on dirait ce qu'on appelle les roses, mais en fait c'est pas des roses en fait, c'est juste ces porites qui normalement sont des gros massifs qu'on appelle les patates coralliennes, mais là ils sont tout plats et c'est à perte de vue. Incroyable. C'est trop beau quoi. On a 30 mètres, c'est normal d'avoir des coraux comme ça ici? En général les coraux s'aplatissent par le manque de lumière justement pour arriver à plus capter la lumière. Et du coup, mais moi je crois que j'avais jamais vu autant de porites aplaties et qui, voilà, ça fait des plateaux. Ah, c'est vraiment bluffant en termes de morphologie, comment ces massifs arrivent à devenir tout plat. Et puis il y en a plein quoi, c'est fou. Ça recouvre tout le sol. Bah oui. Les tables de PVC, c'est pour quoi faire? Ah ben là, les tables, c'est là où on va venir remettre, la prochaine équipe va venir remettre les boutures dessus. Parce que les coraux du lagon, on va les laisser là sur la pente externe pour voir eux aussi s'ils sont capables de s'habituer à un autre environnement. Parce que le problème, souvent de ces coraux qui vivent dans des environnements un petit peu particuliers, c'est que quand on les met ailleurs, ils sont pas capables de s'adapter et du coup ils vont mourir. Alors nous, si on veut les utiliser pour de la restauration, faut qu'ils soient capables de vivre dans un autre environnement. Donc là, déjà, on va tester avec la pente externe. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on va prendre des fragments qu'on va mettre sur ces tables-là. Comment ça se passe? Oui, là pareil, on va faire exactement ce qu'on a fait dans le lagon. Donc là, toi, tu vas aller taguer des colonies, on va leur mettre des petits numéros, on prend des morceaux et on va laisser la moitié des morceaux sur la pente externe, là, sur la table de PVC, et l'autre moitié, on va les ramener dans le lagon sur S10 à notre petit motu. Et moi ça marche, allez, on se met au boulot alors. Je sais pas où vous en êtes vous, mais moi je suis sur la réserve, là j'ai plus beaucoup d'air. T'en es où toi Elise? Un peu moins de la moitié. Non mais tu respires pas ou quoi? Cœur d'athlète. Sérieux? Et toi Laetitia? Moi ça va, il me reste 80 barres, mais bon on va remonter, on va pas te laisser toute seule quoi. Ah c'est cool, merci. On rentre à terre, on avale notre déjeuner. C'est quoi au menu d'ailleurs Laetitia, tu sais? Non, t'as préparé à manger? Bah non, je me suis dit, ah mais c'est vrai, le pique-nique. Bon, je vous fais un petit sandwich et on repart, ok? Allez. On avale le sandwich, qui était délicieux en toute objectivité, et c'est reparti, on se remet au boulot. Cet après-midi, les filles, on va faire des relevés écologiques.
Ça consiste en quoi? Alors l'objectif, c'est vraiment de caractériser ce qu'on voit sur la pente externe et dans les lagons. Alors là, comme on est sur la pente externe, on va commencer par la pente externe. Donc on va dérouler ce qu'on appelle un transect. C'est comme un long mètre, mais qui fait 30 mètres. Et on va regarder tous les centimètres, qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a du corail vivant? Est-ce qu'il y a des algues? Est-ce qu'il y a de la dalle benthique? Est-ce qu'il y a un corail mort? Et tout ça après, ça va nous permettre de dire, il y a par exemple 50% de corail vivant sur la pente externe. Et ça nous donne un indicateur, en quelque sorte, de la santé de l'écosystème. On remonte sur le bateau. Franchement, on a bien travaillé, on peut être fiers de nous. On retourne à la maison parce qu'on a encore une petite chose à faire. Oui, n'oubliez pas, parce que là, tous les fragments qu'on a ramenés, il faut qu'on les ramène à Moorea. Donc là, en fait, il faut les préparer pour le transport et donc en fait, il faut les mettre dans les boîtes. Et avec de l'eau. C'est mieux, effectivement. De l'eau de mer, je précise. Mais attends, comment je le mets dans la boîte? Parce que j'imagine que je peux pas le lâcher dans la boîte comme ça. Alors, je vous explique. Vous prenez la boîte, vous la remplissez d'eau de mer, vous attachez, du coup là vous voyez le petit fragment, il est déjà attaché à un fil de pêche. Tu fais passer le fil de pêche par-dessus le petit carré en polystyrène là, tu fais un nœud, comme ça le corail il est suspendu et le polystyrène ça flotte. Donc comme ça en fait ça va permettre au corail de flotter dans sa boîte et comme ça pendant le transport il va être beaucoup moins stressé. Ça, on le met en cabine ou en soute Ah on va le mettre en soute. Enfin... Bon, des fois, on n'a plus assez de place en soute, alors on en prend quelques-uns en cabine parce que ça rentre plus dans la glacière. On a fait ça la dernière fois. Mais on a le droit? Bon, on n'a pas dit. Au fait, ça vit combien de temps un corail à peu près? Alors ça, c'est une bonne question, mais on n'a pas la réponse. Ah ouais? C'est hyper compliqué. Ouais, on ne sait pas combien de temps un corail vit. Un corail, en quelque sorte, s'il n'a pas un événement qui le tue, on se dit qu'il pourrait vivre éternellement, en fait. Il n'y a pas une date de péremption, parce qu'en fait, dans la manière dont le corail pousse, tu as un polype qui va se diviser en deux pour créer un autre polype. Et du coup, on n'arrive pas à savoir l'âge vraiment du corail. Est-ce que quand il se divise, il recommence à zéro ou pas? Et donc ça, on n'en sait rien. Ou sinon, en fait, tu as l'autre option que tu as un polype ici et tu as un autre tout neuf qui va venir tout d'un coup. Mais du coup, c'est pareil. Du coup, chaque polype, potentiellement, ont des âges différents. Et du coup, en quelque sorte, y a des colonies de Porites qui peuvent avoir... qui peuvent être extrêmement vieilles, quoi. Mais on n'arrive pas à dater exactement l'âge d'une colonie corallienne. C'est très compliqué, l'âge d'un corail. Ah, c'est incroyable. Ouais, c'est assez fou. Alors, on travaille avec des équipes qui travaillent sur les télomères pour essayer d'avoir une idée de l'âge. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On va y arriver, on va y arriver. Pendant 2 semaines, on ne va pas arrêter de travailler. Alors on a quand même le temps de sympathiser avec les locaux et on se sent un peu comme à la maison. Depuis que Laetitia fait des missions, elle ne s'est jamais sentie aussi intégrée qu'ici. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, c'est la dernière soirée. On a invité à la maison toutes les personnes qui nous ont aidés et ça on fait du monde. Les filles, qu'est-ce que vous voulez boire? Un jus de goyave pour moi, s'il te plaît. Ok, toi Laetitia tu prends quoi? Bon, moi je vais prendre une petite bière quand même. Une petite bière alors, avec modération évidemment. Je t'amène une petite bière. Au fait, les coraux que l'on a mis en boîte, tu penses qu'on va réussir à les ramener à Moorea? Oui, je pense, parce que aujourd'hui, on a des coraux de Tatakoto qui sont sur les arbres coralliens à Moorea et qui vivent très très bien. Ils ont résisté au transport et là, on est vraiment dans l'attente de savoir comment ils vont se comporter s'il y a un épisode de réchauffement climatique pour vraiment évaluer leur potentiel en quelque sorte, tu vois, pour la restauration. Mais par contre, ils se développent très bien, ils grandissent très bien. Tu vois pas la différence avec les autres coraux, donc c'est assez intéressant. Mais là, vraiment, la grande question qui nous reste à savoir, c'est vraiment leur capacité de résistance. Et peut-être que même, du coup, comme moi, je suis hyper impatiente, on fera des petites manips en aquarium pour déjà tester, tu vois, leurs limites thermiques en aquarium et les comparer aux coraux de Moorea. Donc là, c'est très très positif finalement déjà. Alors déjà, c'est positif parce qu'ils arrivent à vivre dans un autre environnement, mais c'est vraiment pas... le challenge, c'est vraiment qu'ils résistent mieux. Et tout ce problème de la résistance au réchauffement climatique, c'est vraiment là que se situe tout le défi, quoi. Voilà. Et donc je dirais que les coraux du lagon de Tatakoto seront vraiment une solution si on arrive à démontrer que leur résistance est supérieure à ceux de Moorea.
À quelle fréquence tu vas revenir dans ce lagon de Tatakoto? Tu comptes les suivre pendant des années, tous les 6 mois? Comment ça va se passer? Alors sur les coraux de Tatakoto, vraiment sur cette manip-là, normalement d'ici 1 à 2 ans, la manip est terminée. Par contre, le lagon de Tatakoto en soi et sa plante externe, c'est vraiment un site qui est intéressant scientifiquement à suivre, à regarder l'état de santé dans le temps, parce que c'est un atoll qui est très particulier. Et donc du coup, moi j'aimerais arriver à trouver des financements pour venir chaque année, à la fois parce que je pense qu'il y a une attache qui s'est créée avec les habitants de l'île, que sont contents de nous voir chaque année, où nous on est contents d'y retourner chaque année parce que c'est un laboratoire naturel expérimental qui est assez unique. Et puis il y a plein d'autres questions, tu vois, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder et qui moi m'intéressent. Tu vois, on a fait cette plongée à 30 mètres, on y est allé comme ça juste pour voir, et là on a découvert des paysages qui étaient super intéressants. Donc moi j'ai envie de revenir, j'ai envie de regarder à d'autres endroits la pente externe comment elle est, à d'autres endroits à 30 mètres est-ce qu'on a les mêmes paysages, est-ce que c'est différent. Donc en gros on a ici un accueil qui est super, on adore travailler ici, donc moi j'aimerais vraiment arriver à pouvoir venir chaque année. Après faut juste arriver à trouver j'ai envie de dire les financements pour faire venir tout le monde, tout ce matériel, parce que comme on vient et qu'il y a en gros il n'y a rien, il n'y a pas de matériel scientifique, il faut tout amener. Dis Laetitia, avant qu'on aille danser avec les autres, je me demandais à 15 ans, c'était quoi ton rêve à toi? Alors moi je crois que j'ai toujours aimé le milieu marin et jeune j'ai quand même été bercée par Cousteau, et donc je crois que mon rêve c'était un peu d'être comme lui, tu vois, d'aller explorer, de découvrir et ouais je crois que c'était ça mon rêve. Ouais. Waouh. Et aujourd'hui c'est quoi ton rêve à toi? Alors moi mon rêve à moi ce serait d'arriver à ce que mon fils vive dans une planète durable, ça ce serait mon rêve. Plongeons, le podcast immersif de l'océan est soutenu par la Fondation One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de production durable, et enregistré à Papeete en Polynésie française. La technologie de son 3D que vous avez expérimentée est développée par Makwan New York. Les notes de piano que vous avez entendues dans cet épisode sont l'œuvre de Guillaume Poncelet, musicien, compositeur et soutien du podcast Plongeons. Merci au lycée Samuel Raapoto pour sa participation exceptionnelle au podcast Plongeons. Alors, on va pas vous demander de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, même si ce serait sympa. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.